Après le gigantesque tremblement de terre dont le Maroc a été victime le 9 septembre 2023, le roi Mohamed VI et son gouvernement depuis Rabat a accepté l'aide de plusieurs pays étrangers, mais a refusé complètement l'aide de la France et d'Emmanuel Macron. Certains ont vu dans ce refus la preuve des mauvaises relations entre le Maroc et la France, d'autres disent que ça n'a rien à voir avec la géopolitique et que c'est juste des raisons logistiques. Bref, la situation s'est enlisée, et aujourd'hui dans cette vidéo, je voudrais vous présenter comment moi je mènerais la négociation si j'étais à la place d'Emmanuel Macron et que je devais aller discuter avec le roi Mohamed VI pour qu'il accepte l'aide de la France. Petit disclaimer, je suis 100% neutre, je ne cherche pas du tout à défendre la position de Macron ou du Maroc. La situation actuelle due à la catastrophe est dramatique. Je vous présente juste une étude de cas pour voir comment maîtriser la négociation peut vous aider à vous sortir d'une situation difficile. Tout d'abord, quels sont les points clés du problème? Le Maroc a refusé cette aide de la France. Résultat, tous les médias en parlent. On parle de la profondeur du malaise entre Paris et Rabat. Pas d'aide humanitaire venue de l'Hexagone. Pourquoi l'aide de la France n'est pas indispensable à l'heure qu'il est? Entre la France et le Maroc, une relation des plus tendues. Et le problème, c'est que le Maroc n'a pas refusé toute aide. Il y a déjà des équipes sur place en provenance de Jordanie, du Qatar, de Tunisie ou d'Espagne qui ont été autorisées à venir dans le royaume pour fournir une assistance. Mais le Maroc a bloqué les associations françaises. Et si moi j'étais Emmanuel Macron, je trouverais que le problème, c'est que ça décrédibilise la France, ça peut tendre les relations entre les deux pays, et surtout ça me décrédibilise moi, comme n'étant pas capable d'apporter de l'aide à un pays qui vient de subir une énorme catastrophe naturelle. La première chose que je chercherai à faire et que je vous conseille de faire dans ces situations-là, c'est de comprendre quelles sont les raisons du refus. Que vous ayez cherché à racheter une entreprise et qu'on ait refusé votre offre, que vous ayez cherché à avoir une augmentation de salaire et qu'on ait refusé votre augmentation, que vous ayez fait une offre sur un bien immobilier et qu'on a refusé votre offre. Quelle que soit la situation, quand vous avez un refus dans une négociation, il faut vraiment chercher à comprendre les vraies raisons du refus. Si j'étais Emmanuel Macron, je listerais toutes les raisons potentielles qui feraient que le Maroc est en droit de refuser mon aide. Ça peut être déjà pour des questions logistiques. Peut-être que c'est plus efficace d'avoir de l'aide plus locale, donc des pays voisins comme l'Algérie, la Tunisie, éventuellement l'Espagne juste à côté, ou même de l'aide de personnes qui parlent arabe pour pouvoir plus rapidement sur place prendre contact avec les personnes et puis coordonner l'aide plutôt qu'avoir besoin de personnes qui parlent français, d'avoir besoin de traducteurs. La deuxième raison potentielle, et pour moi on s'approche du vrai sujet, il y a forcément dans cette région du Maghreb, entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, un reste de l'époque coloniale. Alors certes, le Maroc n'a jamais été une colonie française, seule l'Algérie dans le Maghreb a été une colonie, mais pendant une trentaine d'années, le Maroc et la Tunisie étaient placés sous le protectorat français. Donc ils étaient en quelque sorte pendant quelques années dépendants de la France et puis sous la protection de la France. Depuis, il y a plus de 100 ans qui se sont passés, et je pense que pendant ces 100 dernières années, le Maroc a eu à cœur de prouver que c'était un pays qui était indépendant, qui n'avait pas besoin de la protection du grand frère de la France, avec tous les avantages et les inconvénients que ça peut avoir. Et donc aujourd'hui, quand une catastrophe naturelle se produit, et que tout de suite la France dit « moi je peux aider », le Maroc peut vivre ça comme « attends, t'es en train de nous dire qu'on ne peut pas se débrouiller tout seul et t'as besoin d'intervenir ». Et donc ces restes de cette période un peu coloniale peuvent causer ce refus. La troisième raison potentielle, c'est une question d'ego, une question de fierté. Ça fait plusieurs fois que Mohamed VI et Emmanuel Macron se rencontrent et où les relations sont un petit peu tendues entre les deux. Et donc si j'étais Emmanuel Macron, même si c'est dur à avaler, je peux comprendre que dans le cas d'une gestion d'une crise comme ça, le roi Mohamed VI veuille me dire « non c'est bon, merci beaucoup, je vais me débrouiller tout seul, j'ai pas besoin de ton aide ». Et là dans ces cas-là, c'est plus une raison personnelle entre lui et moi. La quatrième raison potentielle, c'est la peur de la récupération politique. Moi, Emmanuel Macron, je suis président d'un pays d'environ 70 millions de personnes, et les personnes d'origine marocaine représentent dans mon pays plus d'1,5 million de personnes. C'est le deuxième plus grand groupe ethnoculturel du pays. Donc forcément, quand j'entends qu'il y a une crise dans ce pays-là, si je propose mon aide tout de suite, ça peut être vu comme j'ai envie de faire plaisir et de montrer à la communauté marocaine de mon pays que je suis impliqué dans leur pays, et donc, par pur intérêt politique, je montre que je suis là, je propose mon aide. Et la cinquième raison, selon moi, ça peut être de dire qu'il y a potentiellement d'autres intérêts entre le Maroc et les pays qui ont été acceptés pour venir fournir leur aide, que moi je n'ai pas forcément avec le Maroc. Peut-être qu'il y a des contrats qui sont actuellement en signature entre certains pays, peut-être que le Maroc a intérêt à garder des relations avec l'Espagne très bonnes parce qu'ils ont énormément d'échanges commerciaux. Toutes ces choses-là, ça peut être des choses que moi, Emmanuel Macron, je ne connais pas parce que ça fait partie de la politique secrète du pays et de ses relations avec les autres pays, mais ça peut être une des raisons. Donc pour continuer le raisonnement, on va partir dans l'hypothèse, et c'est bien une hypothèse que je prends, on va dire que la raison du refus de Mohamed VI, c'est par fierté et par ego, pour montrer que le peuple marocain et le Maroc n'a pas besoin de l'aide de la France et n'a pas besoin de la protection de la France comme à l'époque du protectorat. Et du coup, la vraie question que ça fait se poser et qui peut vous servir dans la vie de tous les jours, c'est comment faire pour négocier avec quelqu'un sans lui faire perdre sa fierté. Pour trouver une solution, ça se passe en 3 étapes. Première chose, c'est de comprendre les raisons du non, et donc de lister les raisons que j'ai citées juste avant. Deuxième chose, c'est de ne pas laisser les émotions rentrer dans la négociation. Ça peut être un vrai fléau dans vos négociations. Laissez toujours vos émotions de côté.
Quand vous allez rentrer en négociation avec quelqu'un, c'est pas un combat entre vous et votre interlocuteur, c'est plutôt une collaboration entre vous deux pour trouver une solution à un problème commun. Et si vous laissez les émotions rentrer là-dedans, la peur, la colère, l'aigreur, la rancune, la vengeance, ça va forcément faire prendre des décisions qui seront maladroites, des décisions qui seront peut-être hâtives, et en plus dans un sujet qui est à ce point-là médiatique et communiqué, des choses maladroites et des phrases maladroites peuvent finir sur la place publique. Donc si j'étais Emmanuel Macron, je laisserais de côté toutes les émotions, je ne prendrais pas personnellement la réaction du roi, j'accepterais tout à fait et je comprendrais tout à fait sa réaction, et puis éventuellement je me positionnerais publiquement en disant « je comprends et je valide la position du roi du Maroc, voilà les raisons potentielles de son refus, je comprends tout à fait, en tout cas je réitère l'intérêt de la France d'aider ». La troisième étape que je ferais si j'étais Emmanuel Macron pour pouvoir négocier, pour apporter mon aide au Maroc, c'est de proposer une solution qui soit facilement acceptable par l'autre. Très souvent en négociation, le problème c'est qu'on a nos objectifs dans la négociation, et donc on veut absolument arriver à nos objectifs, mais on oublie de considérer ce que l'autre a en tête. On oublie de considérer quels sont ses besoins, quelles sont ses envies, quelles sont ses limites, quelles sont ses contraintes. Et donc si j'étais Emmanuel Macron, potentiellement avec mon cabinet d'experts, je ferais en sorte de mettre dans la peau de Mohamed VI et de me dire quelle serait la solution que moi, Mohamed VI, je serais capable d'accepter. Il faut qu'à la fin, ce soit lui qui choisisse la meilleure solution et que nous, on ait juste mis à disposition les éléments. Petite parenthèse, je prends une deuxième hypothèse. Je vais partir du principe que l'aide de Macron est purement philanthropique. Une aide qui est là pour aider le peuple marocain à surmonter cette crise et qu'on n'est pas du tout dans de la récupération politique pour avoir plus de votes aux prochaines élections. On n'est pas du tout dans le fait de vouloir remonter dans les sondages parce que j'ai fait une bonne action. On n'est pas du tout dans l'objectif de rappeler la suprématie de la France sur le Maroc. Non, je veux juste que la France aide le Maroc à se sortir de cette catastrophe. D'ailleurs, si vous pensez que l'action d'Emmanuel Macron n'est pas à ce point-là neutre et philanthropique, je vous laisse me dire votre avis dans les commentaires, je serais ravi de lire ce que vous en pensez. On ferme la parenthèse. Puisque mon besoin d'aider est purement philanthropique, j'ai pas besoin que ce soit communiqué partout. J'ai pas besoin que tout le monde sache que la France a aidé. Donc dans ces cas-là, je ferai des propositions, mais je proposerai de garder tout secret. C'est-à-dire que par exemple, j'enverrai l'armée discrètement emmener des choses, mais je demanderai à mes principaux journaux de cacher l'information, de ne pas le publier. Je ne vais pas me montrer partout en disant « Regardez, la France a bien réussi à aider en envoyant des avions, en envoyant des bateaux, en envoyant des rationnements. » Non, je ferai ça hyper discrètement, pour respecter la volonté du roi et pour le préserver dans sa fierté de pouvoir dire « Le peuple marocain a réussi à se sortir tout seul sans l'aide du peuple français. » Et personnellement, si je devais mettre en place une stratégie de négociation, je ferai en sorte que l'autre puisse me rendre un service. C'est très puissant dans les négociations où vous avez l'impression que vous allez être un peu le sauveur de l'autre dans une situation, de lui proposer aussi de rééquilibrer la balance en proposant un service en contrepartie. Je vous donne un exemple. Imaginons j'ai un ami qui a une entreprise qu'il a essayé de développer pendant une dizaine d'années. Malheureusement, elle est au bord de la faillite, il n'a plus d'argent, il s'en sort pas, il veut s'en débarrasser. Et donc, je veux racheter cette entreprise pour 1 euro symbolique et pour la sauver, clairement. Mais je sais que le patron ne veut pas perdre la face à sa femme pour qui il a montré que pendant 10 ans il s'était battu pour son entreprise, face à ses enfants, face à ses amis, face à... Et bien peut-être que la solution c'est de dire je vais te l'acheter pour pas cher parce que ton entreprise elle vaut quasiment rien, mais on le publie pas, on n'en parle pas, et puis peut-être qu'en échange je te demande un service, une contrepartie, je t'embauche comme consultant externe pendant 1 an pour que tu puisses aider à piloter l'entreprise, que tu puisses former les équipes qui vont reprendre. Donc si j'étais Emmanuel Macron et que je devais négocier avec le roi du Maroc pour qu'il accepte mon aide, c'est ce que je ferais. Je proposerais une solution, je mettrais à disposition tous les moyens, je le ferais discrètement, je le ferais en dehors des radars médiatiques. Je lui dirais voilà, nous on a tout ça pour toi, on peut être là à tel moment, on peut amener ça, on peut faire ça, tu choisis. C'est juste pour vous aider, c'est juste pour qu'on se sorte de cette crise. Et peut-être que en échange de cette aide, si vraiment c'est important pour toi de nous donner quelque chose en échange, je te propose d'organiser le prochain sommet de, je ne sais pas quel sommet politique, un événement politique qui pourrait être organisé au Maroc, pour que justement le Maroc puisse montrer sur la scène mondiale qu'ils sont présents, qu'ils sont là, qu'ils arrivent à accueillir du monde. Encore une fois, j'ai pris beaucoup d'hypothèses dans cette vidéo. Mon objectif, c'était de vous montrer comment on arrive à négocier avec quelqu'un sans lui faire perdre la face, sans lui faire perdre sa fierté. Et si vous, justement, en ce moment, vous êtes en train de mener une négociation qui est complexe, une négociation qui est difficile, et vous auriez besoin de mon aide pour avoir une stratégie qui soit la plus adaptée possible, en prenant en compte les besoins de votre interlocuteur, n'hésitez pas à booker un créneau avec moi. Je vous mets un lien vers un formulaire en description. Vous mettez quelques informations sur votre situation et on se recontacte très rapidement pour voir comment on peut travailler ensemble. Pour vraiment comprendre les besoins de l'autre, c'est important de l'écouter, de savoir pratiquer l'écoute active qui est une compétence qui est hyper rare et pour ça, je vous avais raconté comment Oprah Winfrey, elle le fait au quotidien. Allez, on se voit dans cette vidéo ou dans la prochaine que je publierai sur ma chaîne et d'ici là, négociez mieux et soyez audacieux. Ciao!